Bonjour et bienvenue au podcast À l'écoute de l'immobilier. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Jocelyn Grégoire, investisseur, écrivain et plusieurs facettes qu'on va découvrir ensemble. Donc, bonjour et bienvenue, Jocelyn. Salut, Anthony. Donc, comme tu le sais, on commence toujours nos podcasts avec des petites questions à rafale pour casser la glace. Parfait, je suis prête, je me suis réchauffé en m'en venant. Super. Donc, je me lance directement comme ça. C'est sous la forme tu préfères. Donc, tu me dis lequel tu préfères entre les deux. Donc, je me lance. Est-ce que tu préfères le prêt privé ou l'achat ou la vente d'immeubles? Prêt privé. Super. Vendre un 300 portes à quelqu'un qui en prendra pas soin ou vendre un 20 portes à quelqu'un de passionné qui cherche à apprendre à tes enseignements? Ben, c'est sûr que c'est le 20 portes. Écrire un livre ou donner une conférence? Il n'y a rien qui bat le stage, je vais dire, donner une conférence. Un livre, là, c'est un travail de longue haleine. Hein? Ça dure souvent plus qu'un an. Fait que j'aime mieux la conférence adrénaline. Travailler seul ou entouré d'une équipe? Avec une équipe toujours. Un prêt à taux d'intérêt fixe ou variable? Variable tout le temps. C'est sûr que là, ça me fait mentir là, depuis quelques mois, qu'il va y avoir 2 ans. Là. Mais sur une longue expérience de 10 ans, tu es toujours gagnant sur le variable. Donc, variable all the way. Oui. Puis la petite question de la fin, t'es plus du genre à prendre l'œuf ou l'enveloppe? En vieillissant, je prends de plus en plus l'œuf, mais l'enveloppe toujours intéressante. Là, OK. Celle-là, je répondrais moitié-moitié. Si on veut. C'est bon, ça. Tout dépendant de ce que l'œuf a. Bien évidemment. OK, parfait. Peux-tu nous parler rapidement de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir investisseur immobilier, prêteur privé, en plus d'être un auteur, puis tous tes projets on the way? Ben moi, l'immobilier a commencé un petit peu sur le tard. Je me souviens, quand j'étais jeune, je tripais ces blocs appartements, mais je savais pas pourquoi. C'était comme prémonitoire, si on veut. Là. Mm-hmm. Je m'alignais vers ça. Mais ça a commencé quand j'ai eu mon premier enfant. J'ai décidé de vouloir me libérer financièrement et ces choses-là. Puis j'ai lu plusieurs livres de Jacques Lépine, tout en rafale. J'ai contacté Jacques Lépine parce qu'il avait laissé son courriel. Il m'a invité à une soirée mensuelle du club. Je suis arrivé là, il m'a super bien accueilli. Puis ça a été une révélation pour moi. J'étais dans mon élément. J'ai été entrepreneur à partir de l'âge de 18 ans. Donc, tu sais, un investisseur immobilier, en gros, c'est un immopreneur, un entrepreneur en tant que tel. Puis là, je commençais à triper faire de l'immobilier. Je te dirais, ça faisait 5 ou 6 ans que je faisais de l'immobilier. J'ai rencontré mon premier partenaire. Et là, ça s'est mis à découpler. Là, j'ai compris la force de l'équipe. C'est-à-dire que moi, j'ai certaines forces, mais aussi certaines faiblesses. Donc, pour faire avancer mes investissements immobiliers, ben, j'avais certaines lacunes qu'en étant seul et en n'ayant pas d'équipe, je ne comblais pas. Puis là, en ayant un partenaire qui, lui, comblait ces facettes-là, bien là, ça allait super vite, ça allait super bien. Puis à ce moment-là, j'ai compris que ça me prenait une plus grosse équipe parce que lui non plus, il n'était pas parfait dans tout. Fait que j'ai grossi mon parc de cette façon-là. Là, en allant chercher des collaborateurs, d'autres partenaires par la suite, des collaborateurs qui avaient plus d'expérience, plus de skills que moi, que nous, les associés. Puis on s'est rendu près de 800 logements au total. OK. Fait qu'il y avait des logements où j'étais seul, il y avait des logements où j'étais en partenariat avec mon premier partenaire. Puis ensuite de ça, il y a eu des sociétés en commandite qu'on a fondées pour aller chercher, c'est une méthode de financement dans le fond, là, pour aller chercher des plus gros projets, jusqu'au dernier gros projet qu'on a fait, 2018, 419 logements d'un coup. Donc ça, c'était la transaction de l'année en 2018 en nombre de logements puis en nombre d'argent dans le multirésidentiel. OK. Ouais, fait que ça, on est très fiers de ce coup-là. On a gardé ça 2 ou 3 ans, 2 ans et demi, on a revendu. Puis la vie m'a amené à un moment donné à revendre tous les actifs que j'avais en immobilier, là, sauf quelques-uns. Donc, je me suis séparé de certains partenaires, on a vendu certains actifs. Ça m'a permis d'être plus liquide. En étant plus liquide, ben, toute ma vie, j'ai utilisé les prêteurs privés pour grossir mon parc immobilier. Fait que c'était naturel pour moi de dire, ben, la liquidité que j'ai, je vais en placer une partie dans le prêt hypothécaire privé. Puis là, on gère un fonds à peu près de 50 millions là, en prêt hypothécaire privé. OK. Donc, c'est le retour un peu naturel du balancier. C'est ça. Moi, dans le fond, le prêt hypothécaire privé m'a aidé beaucoup dans mon cheminement. Là, maintenant, j'aide d'autres personnes avec du prêt hypothécaire privé. C'est comme toute une suite logique d'événements qui est arrivée. Puis à quel moment, dans ta suite logique d'événements, tu t'es dit « je vais devenir auteur aussi partager un peu mon histoire? » Ben, j'ai un parcours qui est peu atypique. Là, je viens d'un milieu qui est quand même pauvre. Je viens d'un milieu où il y avait beaucoup de bandits ou de gens qui tournaient sur le mauvais côté. Puis quand j'ai commencé à avoir du succès en immobilier, j'étais comme l'imposteur dans mon groupe parce que j'avais ce background-là. Fait que c'était important pour moi de le dévoiler. Mais tu dévoiles ça comment? Là, c'est sûr que maintenant, c'est facile, tu fais un podcast ou deux, c'est réglé. Exact. Mais recul, il y a 7-8 ans, les podcasts, c'est un petit peu moins
un petit peu moins répandu, puis c'était plus difficile d'être invité dans des podcasts. Fait que ce que j'ai fait, j'ai décidé d'écrire un livre. J'ai dit, au moins, là, on va avoir ma version des faits à moi. Parce que tu le sais, dans la vie, il y a toujours 3 versions. Hein? Il y a la mienne, il y a la tienne, puis il y a celle que les autres pensent. Ouais. Fait que c'est important pour moi de mettre au clair ma version à moi. C'est pas romancé du tout, c'est vraiment mon parcours. On a intitulé ça « De bum à millionnaire, pas pour rien », là, parce que je suis un gars qui vient d'un coin un petit peu plus rough. Puis grâce à mon côté bum aussi, tu sais, je peux pas le renier, là, je l'ai vécu. Exact. Grâce à mon côté bum aussi, je me suis défait de l'intimidation que j'ai vécue quand j'étais plus jeune. Fait que beaucoup d'intimidation quand j'étais jeune parce que j'avais pas de confiance en moi du tout. Puis là, à un moment donné, ben, je suis quand même assez carré, là, je suis capable de me défendre, je suis un sportif. Fait que là, je suis devenu un petit peu plus bum pour me faire respecter. Puis tu sais, ça excuse pas les gestes que j'ai faits, mais avec les outils que j'avais à ce moment-là, c'était ma façon là, de me protéger, si on veut. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je faisais des mauvais choix là-dedans, puis je me suis tourné vers l'immobilier où est-ce que c'est un milieu qui est un petit peu plus tranquille, mettons. Légèrement. Ouais. OK, super. Comment est-ce que tu en es venu à fonder tes entreprises, puis c'est quoi leur mission respective? Bien, pas mal toutes mes entreprises, le but, c'est d'aider le plus de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. On le fait de toutes sortes de façons. Hein. Dans Mordu d'immobilier, on donne une plateforme d'échange, de réseautage, de contact, d'entraide. On publie un magazine. Donc, on fait des conférences, on donne certaines petites formations. Donc, Mordu d'immobilier est là pour aider les gens. Avec mes entreprises de financement, bien évidemment, on aide des investisseurs immobiliers. Oui, des fois, on va sortir un petit peu du giron de l'investisseur immobilier. Des fois, c'est des entrepreneurs. On a aidé une compagnie de porte d'armoire de cuisine. C'est pas un investisseur immobilier, mais on fait des prêts hypothécaires à ces gens-là quand même. Fait qu'on essaie de quand même concentrer notre démarchage est fait auprès de professionnels de l'immobilier qui vont voir la banque, qui se font dire non. Puis ils font comme, ça n'a pas de sens, vous me dites non, le projet, il est super. Et là, ben, ils viennent voir un prêteur privé. Nous, ce qu'on fait, c'est que pendant un court laps de temps, on va les aider à ce qui amène le projet bancaire. Fait que ce que j'aime, ben, c'est pouvoir aider ces gens-là à trouver des façons créatives d'avancer le projet, mais aussi de redevenir bancable le plus vite possible. OK. Donc, c'est pas dans le but de les accompagner sur le long terme au niveau de le moins longtemps possible. Ce que j'ai remarqué, c'est que le prêt privé, évidemment, il y a un coût à ça. Hein. Les gens vont investir en prêt privé avec leur marge de crédit. Évidemment, les marges de crédit ont augmenté, le prêt privé a augmenté un petit peu dans les derniers mois. Donc, ça coûte cher. Chaque fois que tu fais un paiement, ça fait mal. Donc, si tu gardes ton client trop longtemps, il finit par plus t'aimer. Fait que mon but à moi, c'est de trouver des solutions avec lui pour qu'il reste le moins longtemps possible puis que son projet aille bien. De cette façon-là, ben, je vais aussi avoir une clientèle qui va revenir. Parce que si ça va bien puis il a fait un coup d'argent grâce au prêt privé, ce qu'on essaie tout de faire avec eux, ben, il va nous rappeler puis il va refaire un autre dossier. Puis il va nous rappeler puis il va refaire un autre dossier. J'ai des clients qui ont travaillé avec nous plus de 20 fois. OK. Donc, c'est quand même intéressant pour eux autres là, s'ils le font régulièrement. C'est rare qu'on entend quelqu'un dire « J'aime ça que mes clients restent le moins longtemps avec moi possible. » Oui, ben, c'est parce que quand ils restent longtemps, généralement, c'est parce qu'il y a certains problèmes à régler. Je suis obligé de travailler plus fort, puis un peu comme tout le monde, je suis un petit peu paresseux. Fait que je vais travailler le moins fort possible, aller jouer au golf, profiter de la famille, les amis. Ça, c'est dans mes vraies valeurs. OK, super. Au niveau de l'investissement immobilier, c'est quoi les principaux défis que tu rencontres quand tu investis en immobilier ou quand tu as investi en immobilier? C'est quoi les défis qui reviennent le plus souvent, en fait? Bien, présentement, c'est beaucoup le financement. Tu sais, les banques n'ont pas beaucoup d'appétit pour le département hypothécaire. Pourquoi? Parce qu'ils font des petites marges, parce que le marché est instable, il y a un ralentissement. C'est plus risqué pour eux. Une banque, c'est pas là pour prendre des risques. Non. En même temps, ben, je devrais aimer le côté financement parce que je suis prêteur privé, puis ça nous ouvre beaucoup d'opportunités avec des clients qui étaient bancables il n'y a pas si longtemps. Tu sais, le but, comme je te disais, c'est de rester le moins longtemps possible avec les clients, puis le plan de sortie, c'est souvent la banque. Donc, ça, c'est un des défis qui est intéressant. L'autre chose, c'est que il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent pas au prêt privé, mais à l'investissement en général. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça libéralise le domaine de l'investissement immobilier. Puis, avec ma mission, c'est d'aider le plus de gens possible. Je devrais être content. Mais en même temps, ça met des acteurs puis des joueurs qui n'ont peut-être pas d'affaires là tout de suite, qui auraient besoin peut-être de plus de formation, de mieux connaître. Fait qu'il y a des offres qui se font un petit peu ridicules un peu partout. Ça amène la surchauffe du marché. Surchauffe du marché égale, bien là, on paye trop cher pour la même chose. Fait que ça, je pense que c'est un autre défi, le fait que l'immobilier soit vraiment libéralisé grâce aux réseaux sociaux, à l'Internet. Tout le monde a les réseaux sociaux, l'Internet. Donc, l'information est diffusée tout partout. Maintenant, c'est qu'est-ce que les gens en font avec. Donc, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va être facile. Et là, ça crée des histoires d'horreur. Fait que c'est important de bien se former ou d'avoir des gens qui peuvent nous aider. Tu sais, c'est pas nécessaire de toi savoir toute la fiscalité,
mais c'est nécessaire que tu prennes le temps d'aller t'asseoir avec quelqu'un qui va te diriger selon ton setup à toi. Là, si le setup des autres, c'est correct. Si la personne à côté, ça a fonctionné, ça veut pas dire que ça fonctionne avec ta façon que tu es organisé de ton côté. Non, exact. Chaque projet en immobilier est unique. Chaque investissement l'est aussi. Puis c'est un petit peu... ce qui est plate, c'est que souvent, sur Internet, on va voir même des courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires qui vont parler de l'immobilier comme si c'était facile puis comme s'il n'y avait aucun défi. Il n'y a rien de facile dans l'immobilier. Vraiment pas. Je comprends aussi que ces gens-là ont besoin de faire du marketing et attirer des clients vers eux. Mais il faut faire la juste chose. Là, l'immobilier, c'est comme l'entrepreneurship. C'est difficile, c'est long, c'est pénible. Il faut mettre l'effort, faut être consistant dans nos efforts, il faut être patient. L'immobilier à court terme, ben oui, il y en a qui font des bons coups. Acheter des immeubles, spéculer avec, c'est super. Ils font des super bons coups, ils font beaucoup d'argent. Par contre, quand tu es novice, tu peux faire beaucoup d'argent, mais tu peux aussi perdre beaucoup d'argent. Il faut faire attention entre les deux. Là. Il y a 2 poids, 2 mesures à respecter. Là. Exact. On vient de le dire, c'est justement assez spéculatif. Oui. Peux-tu nous parler de quelques-unes de tes stratégies d'investissement les plus efficaces que tu as utilisées ou que tu utilises encore, en fait? Là? Ben, moi, j'ai utilisé beaucoup la stratégie avec les prêteurs privés, donc utiliser l'effet levier de l'argent des autres pour m'aider à avancer. On achetait des blocs qui avaient besoin de travaux, on achetait des blocs qui avaient de l'optimisation potentielle, je dirais pas facile, là, il y a beaucoup de travail à faire, mais c'était facile de voir là, qu'il y a beaucoup d'optimisation qu'on peut faire. Fait qu'en achetant ça, en utilisant les prêteurs privés, en donnant des garanties collatérales, ben, on arrivait à faire un montage financier. Puis ensuite de ça, le truc, c'était optimise l'immeuble, retourne voir la banque. Donc, ça, c'est une stratégie qu'on a utilisée beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite de ça, ben, les partenariats, c'est une autre stratégie que j'ai bien aimée pour faire la plus grosse transaction là, de 2018. C'est par partenariat qu'on a fait ça. Donc, il y avait une petite partie prêteur privé, il y avait une partie de mes fonds, il y avait une partie des fonds de mon associé. Puis, il y avait aussi une partie, les fonds des commanditaires. Donc, les gens qui ont commandité l'événement. Donc, ça se fait à travers une société en commandite. Donc, c'est un montage financier qui est complexe, qui coûte cher, mais qui a permis de faire une transaction là, à l'époque, on était à 37 millions. Ça s'est revendu 60 millions récemment, là, le même parc. Okay. Ça va quand même assez vite. Là, c'est presque du simple au double en quelques années. Maintenant, j'aime bien les développements de terrain. Tu achètes un terrain, puis là, il y a des règles à connaître. Puis encore une fois, il faut se former ou avoir les bonnes personnes pour nous accompagner. Mais tu achètes un terrain en vrac ou est-ce que c'est un bois? Et là, tu décides de faire subdiviser ça, dessiner une maison, pas une maison, mais un chemin. Tu envoies ça à Québec, ils te renvoient ça, ton terrain vient de doubler, voire tripler de valeur. Fait que là, c'est le fun, mais tu n'as quand même pas de place pour bâtir encore. Là, il faut déboiser, faire une rue, excaver, gérer les infrastructures. Et là, tu multiplies encore par 2 ou par 3 la valeur de ton terrain. Fait que c'est des étapes qui sont longues, c'est fastidieux, il faut que tu connaisses tes choses, mais tu multiplies ton argent quand même assez vite. À chaque étape, ça prend 1 an ou 2. Mais après 4 ou 6 ans, ce qui est long, là, on s'entend, on le fait à temps partiel. Mais après 4 ou 6 ans, tu as un terrain qui valait, 250 000, qui est rendu qui vaut 3 à 4 millions. Tout ça à temps partiel, c'est quand même intéressant. Ouais, c'est sûr, c'est bien. Donc, les techniques que tu utilises, ça demande quand même pas mal de patience puis de créativité. Donc, c'est pas... Mais moi, je vise le long terme toujours. Oui, je voudrais être payé tout de suite, mais si je serais payé tout de suite, probablement que je ferais des erreurs ou je ferais pas les choses de la bonne façon puis je laisserais en arrière de moi des risques potentiels. Fait que ce que j'aime faire, c'est prendre mon temps. Puis d'une étape à l'autre, je vois que mon bilan s'améliore. C'est sûr que ça ne met pas de sous dans nos poches, mais à un moment donné, il y a un événement de liquidité qui survient, puis là, on a des sous. On gère bien le budget après ça jusqu'à la prochaine étape, puis on arrive à passer à travers les projets. Là. Ah, c'est bon. C'est vraiment... souvent, les gens vont penser à l'immobilier au début puis penser à get rich quick, mais c'est pas ça l'immobilier. Je ne sais pas pourquoi tout le monde pense à ça. Il n'y a rien qui se fait quick dans la vie, là, premièrement. Mais il y a beaucoup de clubs immobiliers, puis même nous autres, on l'a déjà utilisé, là, devenir riche en 90 jours. Mais c'est un titre marketing. C'est pas le contenu du cours. Quand tu vas voir le contenu du cours, tu comprends que d'ici 90 jours, tu vas être en position de devenir riche. Mais il faut que tu continues les efforts puis t'attendre du temps. Mais être riche en 90 jours, moi, je suis riche ici puis je suis riche ici. Fait que le reste, l'argent, ça importe peu. Tant que tu l'as au cœur puis tu l'as dans la tête, dans ton mindset, tu vas devenir riche, peu importe ce qui va t'arriver. Fait que, reste riche dans tes connaissances, dans ton mindset, reste riche dans ton cœur, dans tes relations, dans les gens autour de toi. Tu ne pourras jamais être pauvre. Même si ton compte de banque dit que tu l'es, tu ne seras jamais pauvre.
J'ai encore plus hâte à la question surprise de la fin quand tu dis ça. Ah oui? J'ai hâte de voir. On parle d'investissement, on parle de commencer, on parle de tes débuts. Quelqu'un qui commencerait aujourd'hui, ce serait quoi le premier conseil que tu lui donnerais, mis à part évidemment d'aller se former? C'est quoi le conseil que tu donnerais à un investisseur qui se lance dans le bain? Là? Ben, s'assurer qu'il aime vraiment ça. OK. Tu sais, là, moi, j'ai vu des coachs comme plus tard. Tu sais, je suis tombé dans l'immobilier, je pensais que j'aimais ça, puis j'aime ça, puis c'est correct, mais tu sais, c'est quelle branche de l'immobilier fit plus avec mes valeurs, fit plus avec ma personne. Fait que, tu sais, utiliser le service d'un coach à un moment donné qui a établi mes valeurs intrinsèques, qui m'a appris à me connaître plus, qui m'a appris à m'aligner plus vers qu'est-ce que j'aimais. Parce qu'oublie pas que quand tu rentres dans un projet immobilier, veux pas, ben tu mets peut-être pas toutes tes billes dans le même panier, mais proche, là. Ouais. Tu es all-in pas mal. Puis si t'aimes pas ça, ben ça se peut que tu sois prêt avec ça 2, 3, 4 ans. T'sais, même si t'aimes pas ça, premier flip que j'ai fait, ça fait 20 ans presque, puis j'ai encore la maison. Okay. Fait que j'étais pris avec cette maison-là, j'étais pris avec ce projet-là. Je fais un flip, pas tout à fait un flip, là, c'est une option d'achat. Fait que, le client, il est supposé racheter la maison dans 2 ans. 6 mois plus tard, il se sépare de sa femme, me remet les clés. Et là, je fais « Oh, il faut que je rénove. » J'avais pas prévu ça. Fait que je prends mes cartes de crédit, puis 50 000 de rénovation dans la maison. Puis là, ben, mes cartes de crédit sont quand même à 15 % ou je sais pas trop. Fait que c'est tough un petit peu. Puis là, je fais comme tabarouette. Là, si je la revends, le prix je l'ai payé, plus le 50 000, plus les frais de détention, je vais faire au mieux un break-even. Au pire, je paye le courtier immobilier. Je décide de refinancer puis louer ça long terme. Mais à cette époque-là, il y a 20 ans, les taux étaient à 7 % 6 % Fait que c'était pas super rentable. 4 ans plus tard, on baisse le taux à 2,5. Ah, c'est le fun, je fais 200-300 par mois. Puis là, j'ai renouvelé une couple de fois comme ça pour faire que là, on est sur le 3e terme. Fait que là, il est à vendre. Fait que mon locataire qui était super bon, qui était là depuis 12 ans, des problèmes de santé, a décidé de s'en aller. Puis évidemment, il serait temps que je rénove à nouveau, on s'entend, une 20aine d'années plus tard. Ouais. Puis j'ai décidé de la remettre sur le marché. OK. Donc là, tu es en train de débarrasser de ta première propriété. Il n'y a pas un côté attachement? Bien, il y a de l'attachement. Ben, j'en ai parlé souvent en conférence. Je disais que j'étais propriétaire de la plus laide maison de Saint-Hubert parce qu'on avait tout fait l'intérieur, mais là, il n'y avait pas de budget à faire l'extérieur. Puis j'avais réussi à louer comme ça. J'ai loué 2 ou 3 fois pendant les 2-3 premières années. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé. Puis lui, un bon locataire. Il est resté là une quinzaine d'années. Fait que je pense que ça fait comme 18 ou 19 ans que je l'ai. Mais tu sais, c'est rare, tu pognes un locataire qui va rester à la même place 18-19 ans. Dans une maison, c'est plus plausible. Là. Dans les logements, c'est vraiment rare. Puis là, ben ouais, c'est ça. Il y a un petit pincement à dire on va peut-être la vendre. Mais en même temps, tu sais, je fais quoi? Je la rénove, je remets un locataire dedans, puis j'attends encore 15 ans. Tu sais, c'est pas. Rendu là, c'est de l'attachement. C'est pas super gratifiant comme projet. J'aimerais mieux la vendre, prendre l'argent, puis l'injecter dans d'autres projets. Là. OK. Ah, c'est bon. Ouais. Bon plan. Parlant justement des prêts privés, tu en as parlé un petit peu, mais mis à part pour l'utilisation temporaire, c'est quoi les avantages d'un prêt privé versus un prêt conventionnel. Conventionnel à la banque, exactement. Bien, le prêt privé, c'est que tu t'entends avec le décideur. Tu sais, quand tu t'entends avec ton directeur de compte, là, ton directeur de compte, il a rentré ton profil dans la machine. La machine a dit oui, pourtant, sous telle condition. Le prêteur privé, lui, tu peux y expliquer ton projet. Généralement, c'est quelqu'un qui est issu de l'immobilier. Fait qu'il va comprendre qu'est-ce que tu vis, il va comprendre c'est quoi tes défis. Il va même pouvoir t'aider puis te coacher. Fait que c'est vraiment différent. Fait que surtout pour, tu sais, c'est un contrat de gré à gré qui est bilatéral. Là. Tu décides avec le prêteur, ça va être quoi les clauses puis les restrictions que tu vas avoir. Fait que ça, c'est un des gros avantages. L'autre avantage, c'est la rapidité d'exécution. Tu sais, un prêt bien présenté avec les bonnes garanties, généralement, va être réglé dans 2 semaines. Va à ta banque puis dis je veux un prêt dans 2 semaines. Et j'espère que ça va être simple parce que c'est rare en tabarouette là, depuis une couple d'années là, que les banques vont réagir vite comme ça parce que justement, ils n'ont pas d'appétit pour l'enveloppe hypothécaire. Donc, avec la banque, ça va prendre 2 puis 3 mois à compléter ton financement. Mais des fois, en 2 puis 3 mois, ben, tu as perdu l'opportunité, c'est trop long. Fait que ça te donne la possibilité d'y aller avec des offres avec moins de conditions. Donc, ton offre va être acceptée plus rapidement. L'autre chose aussi, ça va te permettre de développer le potentiel d'un immeuble puis de retourner voir la banque rapidement. Je pense à un client, il a acheté un 6 logements. Il y avait un petit incendie dans un des logements, mais ça va être obligatoire que tout le monde soit relocalisé. Fait qu'il y a un 6 logements qui est vide. Il est déjà vide, le 6 logements. Tu l'as à bas prix parce que c'est revendu tel quel, sans garantie légale, ce qui fait diminuer le prix. Et là, tu rénoves tout ça, tu maximises tes locations, puis tu retournes voir la banque.
Mais généralement, tu vas avoir plus de financement que ce que ça t'a coûté. Fait que tu ressors de là avec un extra d'argent. Fait que c'est quand même intéressant là, pour ce genre de projet-là. Développement de terrain aussi. Les banques, je te disais tantôt, on fait du simple au triple 2 fois. Mais les banques n'ont pas d'appétit pour ça. Tant aussi longtemps que tu n'as pas de permis de construction, tu vas avoir de la difficulté là, à financer. Ben, en passant vers un prêteur privé qui connaît ton domaine, ben, il va te donner un coup de main, il n'y a pas de problème. Là. OK. Donc, c'est vraiment au niveau de la flexibilité que... La flexibilité, c'est le gros avantage du prêt privé. OK. Parfait. Ouais. Au niveau des critères que tu utilises au niveau du prêt privé, tu parles beaucoup du projet, du potentiel à long terme. Y a-t-il d'autres critères que tu regardes, des critères géographiques? Ben, il y a le ratio prêt-valeur. Ratio prêt-valeur, on est entre 70-80 %. Là, de ce temps-ci, je te dirais, avec le resserrement du crédit, on essaie de rester en bas de 75. On a la personne, c'est quoi son bilan, c'est quoi son expérience, c'est quoi ses acquis. Tu sais, quelqu'un qui habite chez ses parents et qui dit hey, « je veux financer 100 % de mon projet », c'est assez difficile. Il faut que tu aies quelque chose à perdre, d'autant que le prêteur a quelque chose à perdre là-dedans. Fait qu'on regarde, ben, la personne a-tu quelque chose à perdre là, ou elle peut te relancer les clés et dire « finis-les le projet, même s'il n'y a plus d'argent à faire ». Fait que les connaissances de la personne, ses expériences, on va regarder le portfolio, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ensuite de ça, le secteur, comme tu as dit, un flip à Warwick, c'est super, c'est dans le canton de l'Est, c'est une belle municipalité, mais quand il y a une maison à vendre, elle peut rester à vendre pendant 2 ans. Fait que, quand on est plus sur l'île de Montréal, la première, deuxième couronne, ou dans des centres comme Sherbrooke, Trois-Rivières, Gatineau, j'en ai même à Amos, c'est quand même une ville qui bouge beaucoup. Mais tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire les ratios prêt-valeur. Fait que, si tu as besoin de l'aide d'un prêteur privé à Warwick, mais ça se peut que ton ratio prêt-valeur soit plus à 50-60 %. Fait qu'assure-toi là, d'avoir des liquidités ou des garanties collatérales à offrir. Là, c'est le numéro 1 en investissement, là, location. Exactement. Dans une de mes présentations, il est écrit 3 fois. Puis je fais tout le temps la même joke. Je dis non, c'est pas une erreur qui est écrit 3 fois, c'est parce que c'est vraiment important. Mon graphiste, il me dit hey, Just, tu t'es trompé, tu as écrit location 3 fois, localisation 3 fois. Non, c'est vraiment voulu. Ouais. C'est ça. C'est le plus gros point quand on investit. Exact. Tu n'investiras pas 1 million pour le même immeuble que s'il est à, exemple, une grande ville comme Terrebonne, Mascouche, Montréal, Laval, versus, comme tu dis, Warwick. Là. Exact. Puis j'ai rien contre les gens de Warwick. Là. C'est une belle ville. Une très belle ville. Peux-tu expliquer c'est quoi les risques associés au prêt privé puis comment tu les gères? Parce que tu me dis, évidemment, il peut te remettre les clés puis tu te retrouves avec un projet. Il y a les risques pour le gars qui va emprunter. Le gars qui va emprunter, s'il n'y a pas un bon contrat solide sur la table, bien étudié, ça se peut que le prêteur soit là pour des mauvaises raisons. Puis, c'est pas vrai qu'est-ce qu'on entend parler, là, que 80 % des prêteurs sont là pour sauter sur les occasions. Là. Je te dirais que 80 % des prêteurs sont là pour les bonnes raisons et ils font ça parce qu'ils veulent travailler le moins fort possible. C'est-à-dire, ils veulent te prêter de l'argent, tu leur redonnes un taux d'intérêt, quelques petits frais autour de ça. Tout est convenu dans une convention qu'on appelle l'acte hypothécaire. Il y a un petit pourcentage qui, eux autres, ils se disent « Moi, je vais me mettre en position de force sur quelqu'un, puis si jamais il n'est pas capable de finir son projet, je vais le finir, puis je vais faire des sous sur son dos. » Moi, je ne gère pas mes projets comme ça. Mon but, c'est vraiment que tu réussisses, tu me rappelles, puis qu'on en fasse d'autres. Moi, j'aime mieux organiser une machine à saucisses, puis qu'on en fasse un puis un autre, puis faire souvent de l'argent avec toi, que de te laver une fois, puis qu'après ça, tu viennes dire que les prêteurs privés, c'est pas des bonnes personnes, puis qu'ils ont tout fait pour te faire planter, puis bâton d'un roue, puis ils ont repris ton projet. Pas comme ça que je fonctionne. Mais je te dirais que c'est la minorité. Là. Ça fait 20 ans que je fais ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Fait qu'il faut vraiment être prudent. Faire attention aux gens qui vont tirer des dépôts puis ils ne feront pas d'offre. Il y a des gens qui disent donne-moi un dépôt. Mais ils te vendent un dépôt, puis là, toi, ils te saisent un peu, puis là, ils disent bon, ben il a vraiment besoin de l'argent, moi, il m'a demandé 5 000 de dépôt. Et là, toi, tu fais comme je donne 5 000 de dépôt, je vais avoir mon financement, mais le financement ne vient jamais. Fait que, tu sais, il faut faire attention à ça, là. Ça, c'est un risque. En tant qu'investisseur, comme les gens qui font du prêt privé, bien, faire attention aussi si on a une bonne personne. T'sais. Des fraudes, on en a vu en immobilier, là, des gens qui finançaient des terrains ne leur appartenaient pas avec des fausses pièces d'identité. Fait que ça, c'est un risque qui peut arriver, mais quand c'est bien géré par ton notaire puis que toutes les étapes sont faites dans les règles de l'art, on est capable de minimiser ça. L'autre chose, moi, je disais, je ne veux pas avoir des clients long terme parce qu'ils finissent par cette année, puis là, à un moment donné, bien, c'est toi qui se ramasse pris avec leurs problèmes. Fait que c'est important de faire des due diligence solides sur la personne, sur son bilan, s'assurer que tout est conforme. Puis sur le projet aussi, est-ce que le projet est viable? Tu sais, le client qui me dit ben parfait, on va financer ça à la banque. Bien, je
je vais tout contre-vérifier ces calculs. Est-ce que le calcul de valeur économique fit? Est-ce que ce gars-là, il est bancable? Fait que si je vérifie pas ses revenus puis son dossier de crédit, je peux pas savoir s'il est bancable. Fait que, c'est plein de choses. Là. Il y a plein de points à vérifier pour s'assurer que ton investissement qui se veut passif va le rester. Parce que la pire chose que tu veux, c'est être obligé de finir le projet d'un autre qui a été mal commencé. Ouais. Puis de temps en temps, tu es obligé d'en faire un. C'est beaucoup plus d'ouvrage que de dire, je vais acheter un immeuble, je vais la rénover, je vais la revendre. Tu achètes un immeuble qui a commencé à être rénové tout croche, puis là, il faut la revendre, mais là, tu ne sais pas ce qui a été fait. Tu retournes en arrière. Tu retournes en arrière, ça ne me tente pas d'ouvrir les murs, voir être sûr qu'il a mis de l'isolant entre les deux. Tu sais, j'étais pas là. Fait que quand on fait des projets comme ça, nous autres, on fait des visites régulières pour être certain qu'on voit toutes les étapes et qu'on soit sûr. Fait que même, on a quelqu'un qui est engagé maintenant à temps plein à dire, toi, tu fais les visites, tu es nos yeux, nos oreilles, tu prends des vidéos, tu prends des photos, tu documentes tous les dossiers, tous les chantiers qu'on finance pour être certain que la journée qu'on a une reprise à faire, on sait exactement qu'est-ce qui s'est passé. On a des vidéos de tous les meubles strippés, on voit ce que la plomberie passe, on voit ce que l'électricité passe. Après ça, quand ils vont caper avec du Gyproc, c'est la même chose. On reprend des photos, des vidéos. Chacune des étapes comme ça là, pour être certain qu'on comprend bien notre dossier puis que si jamais on a à reprendre, on va être en mesure de finir. Ma femme a été chercher sa licence d'entrepreneur général exprès pour compléter l'équipe. Donc, quand on a un problème, on a une licence d'entrepreneur général pour compléter les travaux. Fait que, l'équipe de prêteurs privés, parce qu'évidemment, je te disais qu'on gère 50 millions, mais c'est pas mon 50 millions. Là. On est une gang là-dedans. Mais cette équipe-là, on trouve les outils pour maximiser la gestion des prêts hypothécaires, autant que ce soit dans les systèmes de gestion, les systèmes informatiques, les CRM, les équipes d'avocats. Donc, réunion avec les équipes d'avocats pour peaufiner nos contrats, parce que veut pas, des contrats égales, à un moment donné, il va y avoir un litige, puis est-ce qu'il est bien fait? Est-ce qu'il nous protège à toutes les éventualités? C'est important de le réviser une fois par année. Puis de dire, cette année, on a eu 4 litiges avec des clients. C'était quoi les litiges? En comment on était protégé et comment est-ce qu'on peut améliorer notre contrat pour être certain qu'on soit protégé? Pas dans le but de prendre avantage sur l'autre partie, dans le but de dire, le contrat de mariage est tellement clair qu'on ne s'obstinera pas. On se réfère au contrat et on sait exactement c'est quoi la relation qui doit être à ce moment-là. Ouais, c'est un des premiers points que mon directeur d'agence m'a dit quand que j'ai parti la première fois une équipe. Il m'a dit, si tu prépares un mariage, prépare le divorce. Donc, c'est un peu le principe. Là. Le contrat doit servir à, tu vas t'éloigner protéger du tout le divorce monde. en même temps. Exact. Parce que, tu sais, on signe tous les deux un contrat, tu as eu la chance de le regarder, j'ai eu la chance de le regarder, tu as eu la chance de le faire vérifier par des gens plus compétents que toi, j'ai eu la chance de le faire vérifier. La journée que tu revendiques quelque chose et que je dis, regarde le contrat, c'est ça qui est entendu, tu peux pas te fâcher. C'est ça qui est entendu. Maintenant, on peut négocier, par contre. Écoute, mon projet a évolué, cette clause-là me brime. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut demander des garanties supplémentaires, avancer d'autres argent, on peut t'aider, il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire. Mais pourquoi qu'on peut le faire? Parce qu'il n'y a pas d'amertume et il n'y a pas de chicane, parce que c'est très clair au départ qu'est-ce qu'on pouvait faire. T'sais. Exact. Comment est-ce que tu vois l'évolution du marché immobilier dans les prochaines années? Ça a commencé à évoluer récemment. On était sur un beau plateau. Ça faisait peut-être 7-8 ans que les taux, je te dirais de 2012-13 à 2020, ça n'a pas bougé beaucoup. Hein. Les taux ont diminué beaucoup. Puis là, on se promenait entre 2,5-3,5 %. Il y a des gens qui ont signé en bas de 2, là, mais je veux dire, généralement, c'était ça. Le marché était en pleine explosion. Tout le monde prenait 10 % de valeur par année. Là, on est en une saison, si on veut, qui est plus stagnante. Hein. Les valeurs n'augmentent plus. Les taux d'intérêt bougent pas tant, sont un petit peu plus élevés. C'est plus difficile pour l'investisseur immobilier qui cherche des rendements avec le taux d'intérêt. Ça va se stabiliser tranquillement, pas vite. Je pense que les taux vont diminuer à peu près d'un 1,5 pour se retrouver de quoi qui est équilibré là, entre 3,5 et 4, ce qui serait parfait pour le marché. Moi, j'ai commencé à investir, les taux étaient à 7,8. Fait que, ça me stresse pas trop de voir que les taux présentement sont autour de 5,6. Mais c'est sûr que sur un investissement à long terme, sur un 30 ou un 40 logements, ça fait beaucoup d'argent d'intérêt qui est donné en supplémentaire. Puis ça laisse peu de place au cash flow, ce qui est le nerf de la guerre en immobilier. Les cash flows sont très faibles. Il faut que tu les gères très serrés pour faire ton entretien, pour t'assurer que puis le parc est de plus en plus vieux. Donc, je pense que les gouvernements n'auront pas le choix de mettre le pied à terre pour stimuler. Ils disent qu'ils le font, là, mais avec des méthodes plus ou moins efficaces, là, mais stimuler la construction. En stimulant la construction, ça va augmenter le taux d'inoccupation, ce qui va faire que ça va rétablir le marché pour les gens. Les locataires vont avoir une meilleure option. Moi, je me souviens, là, on donnait des mois gratuits, on donnait des laveuses sécheuses
on se battait là, pour louer nos logements. À cette heure, c'est complètement plus le cas. Tu n'as même pas besoin de rénover, puis les gens sont prêts à rentrer, puis ils ne s'obstinent pas. Je pense que c'est pas fair comme relation. J'aime mieux avoir une relation où est-ce que si je suis un bon propriétaire, je vais pouvoir louer un petit peu plus. Parce que présentement, n'importe quel propriétaire peut, bon ou mauvais, là, il va réussir à louer et à augmenter ses loyers. Quand je commençais à investir en immobilier, c'était pas ça du tout. Là. Entretiens tes loyers, mets de la peinture neuve, du couvre-plancher, change les comptoirs, puis là, tu vas être capable d'augmenter. Maintenant, tu laisses ça tout à fait identique. Même l'ancien locataire a mis ça moins beau, puis tu loues tout de suite sans... Fait que c'est un marché qui a été facile pour les nouveaux investisseurs immobiliers. Fait que, tu sais, le retour du balancier s'en vient. Tu sais, j'en parlais tantôt, trop libéralisé, trop de gens qui ont eu de la facilité. Là, les gens qui n'ont pas de skill en tant qu'investisseur immobilier, qu'est-ce qui va arriver? Bien, ils vont faire comme on ne fait plus d'argent avec ça, vont délaisser les immeubles. Ça va mettre de l'offre sur le marché. Mettre de l'offre sur le marché, bien, ça stabilise les prix. Fait que c'est un peu ce que je vois. Moi, je trouve un peu cavalier la façon que le gouvernement a travaillé à stabiliser les prix puis à diminuer l'offre. Ou en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, mais il y a plein de gens qui ont mis leur vie dans des projets que du jour au lendemain, ça ne fitait plus. Les barèmes, les paramètres ne fitaient plus à cause que le gouvernement a changé des métriques. Fait que, mais j'entrevois ça bien. Les gens qui ont fait attention, les gens qui n'ont pas surfinancé vont passer à travers cette tempête-là, si on veut, plus facilement. Ceux qui n'ont pas fait attention et qui étaient là pour plaisir vont avoir de la difficulté ou vont même perdre leurs immeubles là, à ce moment-ci, parce que là, c'est le temps où il y a beaucoup de gens qui renouvellent le taux de leur hypothèque, donc le taux d'intérêt va changer. Est-ce qu'ils sont capables de subvenir aux besoins de la famille puis de payer l'augmentation? Tu sais, une hypothèque d'1 million qui augmente de 2 % d'intérêt, ça fait quand même une couple de mille par mois de plus. Là. Ouais. Fait que, tu sais, si tu étais break-even ou presque, puis tu te dis, moi, c'est pas grave, à tous les 5 ans, je refinance, je fais un peu d'argent avec ça, bien, ça devient difficile parce que l'argent que tu n'as pas fait, c'est le manque à gagner que tu as eu. Fait qu'il faut être très brillant dans sa façon de gérer les choses là, à ce moment-là pour arriver en tout cas à sa sortie puis à attendre que les taux se stabilisent un peu puis revenir cash flow positif. Mais les valeurs continuent d'augmenter quand même. Hein, fait que, exact. La personne qui va persévérer va être gagnante en bout de ligne. Donc, en gros, prochainement, tu vois une baisse des taux d'intérêt, une augmentation pas de significative, l'offre locative. Mais entre 1,5% là, dans les prochains 18 mois, si on veut. OK. Donc, une je ne vois pas l'augmentation je ne la vois pas tout de suite. Je dis que le gouvernement devrait mettre en place plus de paramètres qui vont permettre aux petits, aux moyens puis aux gros constructeurs de construire plus de logements. Puis, tu sais, j'ai évalué un projet dernièrement, tu sais, sur le bord de l'eau, de luxe, la grosse affaire, puis la ville exigeait des logements sociaux. Tu sais, bord de l'eau, luxe, logements sociaux, ça marche pas. Ça fonctionne pas. Ouais. Ils devraient mettre des incitatifs, dire, hey, si vous voulez bâtir dans ce coin-là, faites du logement social, puis on va vous aider à ce que ça aille plus vite. Et là, tu sais, on part comme ça, la relation. Mais tu achètes un bord de l'eau, c'est pas pour faire des logements sociaux, là. Puis pourquoi exiger que tous les immeubles aient des logements sociaux? Correct, là, je veux pas créer de ghetto ou quoi que ce soit, mais il y a des secteurs qui valent plus cher que d'autres, donc on met des condos de luxe. Et dans ces condos de luxe-là, il y a des gens qui sont qui présentement habitent pas des condos de luxe parce qu'il n'y en a pas de disponibles, puis qui vont transférer dans ce condo. Ça va libérer un moyen logement. Puis dans le moyen logement, il y a un logement social qui va se libérer parce qu'il y a une personne qui va prendre place là. Fait que, tu sais, veut pas, fait juste en mettre plus sur le marché. Il va y avoir plus d'offres. C'est simple. Fait que pourquoi obliger l'investisseur immobilier, celui qui prend des risques, à faire du logement social quand c'est le rôle du gouvernement? Là. C'est pas le rôle de l'investisseur de faire ça, c'est le rôle du gouvernement. Moi, mon idée, et Luc Poirier l'a très bien imagé, tout le monde en parle, c'est vas-y, construisant beaucoup, puis ça va tout se balancer tout seul, puis il va y avoir plus de logements sociaux. Puis le gouvernement doit donner des meilleurs incitatifs pour les logements sociaux, c'est tout. OK. C'est une bonne idée, puis c'est une bonne direction. Je pense que ça serait c'est la façon de faire. Mais en plus sur le marché, puis tu sais, le luxe va se balancer aussi. S'il y a trop de logements de luxe, mais ils ne resteront pas vides. Il y a quelqu'un qui va rentrer dedans, puis le locataire va dire « Je vais me trouver des locataires coûte que coûte. C'est vide, ça fait trop longtemps. Fait que je vais diminuer mon prix. » Ça va diminuer les prix pour tout le monde. Là. Exact. Parce que diminuer les prix du logement de luxe, mais il y a du logement moyen de gamme qui vont déménager en disant « Hey, c'est moins cher, on va y aller. » Puis ça va libérer du bas de gamme à du moyen de gamme parce que le moyen de gamme va être obligé de diminuer aussi. Tout va se ramener tout seul. Tout va s'ajuster tout seul.
Là, on essaye de forcer les investisseurs immobiliers, les contracteurs, les constructeurs à prendre le rôle du gouvernement et à créer des logements sociaux. Ça ne fait aucun sens. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de mise en chantier. Parce que quand tu fais les chiffres pour du logement social, tu fais « ça n'a pas de sens, je n'ai pas le goût de m'embarquer là-dedans, je vais faire d'autres choses dans la vie ». N'oublie pas que ces entrepreneurs-là, ils ont des sous. Hein? Il y en a bien qui font de la construction, mais qui pourraient dire « moi, j'ai plus besoin de travailler le restant de mes jours. J'ai atteint la liberté financière. Puis au lieu de faire ça, je vais aller faire d'autres choses de moins compliquées parce que on m'écœure pendant 2 ans pour avoir des permis, on m'écœure pendant 2 ans pour avoir un environnement, on m'écœure pendant... Ça prend 4 ans à avoir des permis, ça n'a pas de sens. J'exagère, évidemment, j'aime ça exagérer un petit peu, là. Mais tu comprends que si tu rends ça plus facile, puis tu sais, moi, je pense qu'en dedans de 6 mois, avoir des permis, construire un 24 logements, ça devrait être possible, là. Mais là, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'étapes, il n'y a personne qui veut se mouiller. Ils mettent une structure contre les anciens... paramètres qu'on avait où il y avait beaucoup d'enveloppes brunes puis toutes sortes de choses comme ça. Mais là, non. Là, c'est le temps d'avancer, c'est le temps d'informatiser ça, c'est le temps de s'assurer. Tu fais une demande en ligne puis tu as presque ton permis automatique. Tu sais, de plein droit, pourquoi ça prendrait 6 mois à avoir un permis? Je respecte tout. C'est de plein droit. Pourquoi qu'on serait obligé d'étirer ça puis que ça prenne 6 mois? On fait une demande pour une reprise. On a un client qui est en difficulté puis on dit hey, on va reprendre ton bloc puis on va le finir. Puis à la fin, on va se séparer avec toi. Plus ou moins les dépenses. Là, on va séparer avec toi qu'est-ce qui reste. Ça va t'empêcher d'avoir supporté les intérêts sur ton projet, puis tu vas pouvoir te concentrer sur les autres projets. Merci beaucoup, parfait. On s'en va à la ville. Ça a pris 3 mois réussir à faire un switch de permis de construction d'un entrepreneur à l'autre. Et quand on a eu toutes les données rassemblées, ils nous ont dit, vous allez recevoir ça par la poste d'ici 8 à 12 semaines. 12 semaines, c'est 3 mois. Qu'est-ce qui justifie ça? Par retour de la poste d'ici 10 à 15 jours, parfait, mais 8 à 12 semaines, c'est complet. Le projet existe déjà, il a déjà été analysé, il a déjà tout été fait. On peut juste changer d'entrepreneur. Là. Qu'est-ce qui justifie 8 à 12 semaines? Rien du tout. Après ça, Valérie Plante qui vient nous dire « Ah, on va faire plus de logements. » Tu n'en feras pas plus. Ce qui ralentit le logement, c'est la lourdeur administrative qui fait que les gens qui bâtissaient des logements avant disent « Je vais faire d'autres choses ailleurs » ou « Je vais m'expatrier à Farnham » ou est-ce que la ville veut nous voir? Ou est-ce que la ville dit hey, « C'est comme ça, puis en dedans de 3-4 mois, tu as ton permis. » Puis des fois, plus vite que ça. Fait que tu sais, c'est dur à comprendre. T'sais, moi, j'étais à Carignan, j'ai bâti une maison il y a 5 ans. J'ai eu mon permis en 3 semaines. Tu sais, pourquoi que ça a pris juste 3 semaines? Ben, parce que la ville voulait me recevoir comme... mais tu sais, à Montréal, ils veulent juste pas bouger, pas rien faire, puis ils veulent surtout pas prendre de décision. C'est ça le gros problème. Quand ils vont se décider à vouloir prendre des décisions puis à bouger, là, ils vont les bouger, les choses. Hein. Il va falloir que tous les paliers municipal, provincial travaillent. Une culture à rentrer, puis dans la culture de, je ne sais pas combien sont d'employés, mais ça doit être dans les milliers, 20, 30, 40 000, je ne sais pas. Mais il va falloir que tout le monde mette du sien, puis qu'il y ait des leaders solides à l'intérieur de ça qui cultivent la culture. C'est une bonne direction à prendre, disons. Ouais. Si tu regardes au niveau personnel, c'est quoi la meilleure leçon que tu as appris en tant qu'investisseur immobilier ou investisseur en général? C'est quoi la meilleure leçon que... Leçon personnelle. Ouais. Ben, j'en apprends tous les jours, je te dirais. Je suis quelqu'un qui est très coachable, fait que la vie m'envoie des signes, puis j'apprends beaucoup. Faut faire attention pour ne pas faire confiance, je dirais pas trop vite, mais pas trop non plus. Tu sais, garder les mains sur les rênes là, tout le temps, puis s'assurer d'avoir un contrôle là, absolu sur nos investissements, sur nos choses. Fait que, tu sais, des fois, tu te dis, puis je ne lance pas de flèche à personne, mais tu te dis, mon partenaire est meilleur là-dedans, mais regarde aussi qu'est-ce qu'il fait. Oh, mon autre partenaire, il est meilleur là-dedans, regarde aussi qu'est-ce qu'il fait. Parce que chacun a une vision un petit peu différente. Hein. Tu as beau essayer de donner la vision la plus claire à tout le monde. Ça ne veut pas dire que tes partenaires ou tes collaborateurs proches ont exactement la même vision que toi. Tout le monde pense à sa poche en premier. En tout cas, je ne croyais pas ça avant, mais à ce temps, j'ai eu la confirmation de ça. Fait que c'est important de t'assurer qu'il y a des paramètres en place que tout le monde va être obligé de se respecter aussi. Donc, si on résume ça en une phrase, c'est garde toujours une main sur le volant. Oui. OK. Oui, toujours. Non, 2 mains sur le volant. 2 mains sur le volant. Toujours être 2 mains sur le volant. C'est comme quand tes cours de conduite, ils vont te le dire, là, une main à 10 heures, une main à 2 heures. Bien, garde les mains sur le volant tout le temps. Puis je le sais que dans la vraie vie, des fois, on chauffe avec le genou puis on fait d'autres choses. Là. mais c'est plus risqué. Mais dans la même chose, dans tes investissements, si tu as 2 mains sur le volant tout le temps, tu n'auras jamais de problème. C'est quand tu relâches un petit peu la vigilance que là, il peut t'arriver de quoi. Là, tu sais. OK. Non, c'est bon. Peux-tu nous partager une anecdote intéressante, un fun fact, quelque chose de... Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça peut être dans les dernières années ou là longtemps, quelque chose que...
un fun fact, en fait, qui t'est arrivé dans ton... Ça peut être un peu drôle, là, Ouais. je pourrais en avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines. Celui qui est en haut. Là. Mais il y en a un qui est drôle, mais il n'est pas drôle en même temps. Okay. On parlait tantôt de la grosse transaction qu'on a faite, 419 logements. Ça a généré beaucoup de stress. Hein? Puis la transaction a duré 11 mois. Durant ces 11 mois-là, mon rôle à moi, c'était de trouver les fonds qu'il fallait pour être capable de déposer la mise de fonds. Puis, je me souviens, j'étais tellement stressé qu'à un moment donné, avec le principal partenaire, on avait chacun mis 500 000 de dépôt. Donc, il y avait, c'est pas vrai, 450 chaque. Il y avait 900 000 au BAT. Puis, c'était non remboursable, ça. Puis, tellement qu'on était stressé, chacun notre tour, il fallait qu'on se motive parce qu'il y en a un qui disait à l'autre, oublie le dépôt, on débarque. C'est trop stressant, c'est trop fatigué. Puis, parfois, c'était lui qui était démotivé. Parfois, c'était moi qui étais démotivé. Fait qu'on se craquait. Fait qu'être en partenariat, ça a des sacrés bons côtés parce qu'on a réussi à le faire parce qu'on se recrinquait tous les deux. Mais il y a un soir où est-ce que je me suis réveillé et j'étais couché puis mes talons ne touchaient plus au lit tellement j'étais stressé. Fait qu'imagine le stress qu'on vivait. Fait que, tu sais, avec le poids des couvertures et tout ça, quand je me suis réveillé, mes talons ne touchaient plus au lit. Fait qu'il y avait comme un stress assez solide dans ce moment-là. Puis ben, tu sais, c'est de ne pas lâcher, puis à un moment donné, on a réussi à passer à travers, là, mais tu sais, dans la vie, il faut que tu gères beaucoup qu'est-ce qui se passe entre tes deux oreilles. C'est super important. Tony Robbins le dit souvent, là, contrôle tes pensées, tu vas contrôler ta destinée. Mon deuxième livre, c'est le titre, hein, ça se passe entre les deux oreilles. Fait que quand tu vas gérer bien qu'est-ce qui se passe entre les deux oreilles, tu vas apprendre à te parler au lieu de t'écouter. Il y a une belle leçon là-dedans. Apprends à te parler au lieu de t'écouter. C'est toi qui vas décider où est-ce que tu vas aller. Fait que c'est super important, ce côté-là, là, de gérer ses émotions pour gérer sa destinée. Vraiment bon. Au niveau de... Là, je parle à l'écrivain. Ouais. T'en as parlé un petit peu, mais qu'est-ce qui t'a inspiré dans l'écriture de Bob un millionnaire? C'est vraiment de partager ton parcours, mais est-ce que tu as eu une source d'inspiration précise? Ben, moi, j'ai toujours trippé Tony Robbins. J'ai toujours fait beaucoup de croissance personnelle. Puis, à un moment donné, je me suis ramassé sur un stage. Puis là, j'ai trippé, tu sais. Mais si tu te ramasses sur un stage, tu te ramasses plus exposé. Tu te ramasses à avoir des gens qui vont te connaître, qui veulent en savoir plus. Fait que c'est ce qui m'a amené à écrire le premier livre. Fait que le premier livre a voulu être un parcours atypique pour dire, peu importe d'où tu viens, tu peux réussir. Puis je pense qu'on l'a bien fait. Des gens qui ont fait comme moi, tu peux pas faire ça dans la vie, tu peux pas raconter ça, tu peux pas avoir fait ça puis devenir public. Tu sais, il y a plein de critiques, mais 50% de critiques, 50% critiques négatives, 50% critiques positives. Je préfère me revirer vers les positifs puis continuer d'aider ces gens-là puis d'inspirer ces gens-là. Mais ça restait une histoire. Quelqu'un qui lisait le livre, je suis inspiré, j'ai le goût d'avancer, qu'est-ce que je vais faire après? Ben, l'histoire est inspirante, mais ça t'aide pas à avancer. Fait que avec mon coach Raymond, qui m'a coaché depuis 2018 de mémoire, 2018-2019, ben, on a décidé de faire comme Jocelyn, avant même que je te coach, tu étais prédisposé à avoir certaines pathologies qui t'amenaient à faire des actions de telle façon, puis on va essayer de l'expliquer dans un livre. Et c'est là qu'on a fait, ça se passe entre les deux oreilles. Fait que, en 12 étapes, on vient dire qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui réussissent puis des gens qui ne réussissent pas. Comment faire pour s'améliorer dans ces champs de compétences-là. Puis comment faire pour comprendre ça? Parce que quand tu en prends conscience, ça devient plus naturel pour toi. Fait que c'est un bon livre en 12 étapes pour savoir comment avoir un mindset de feu puis passer à travers les étapes de la vie, les étapes de l'entrepreneuriat, les étapes naturelles, là, parce que tu vas toujours avoir des défis, tu vas toujours avoir de la difficulté, tu vas toujours avoir à te justifier. Puis toutes ces choses-là, ben, on n'apprend pas ça à l'école. Fait que ce livre-là va aider un petit peu ces gens-là à faire le tour. Après avoir écrit ce livre-là, ben, c'est un beau succès, c'est super le fun, mais quoi encore, tu sais. Puis là, j'avais écrit avec Raymond, puis tu sais, ça m'a montré encore plus le chemin de l'écriture. J'ai commencé à apprécier ça, puis que c'était comment développer un livre. Là, j'ai décidé d'en faire un autre seul pour fêter mes 50 ans. Donc, je voulais donner 50 leçons de sagesse d'un entrepreneur de 50 ans. Puis là, on a fait ça en 10 ou 11 mois. Fait que j'écrivais chaque matin un petit peu, puis là, je parlais à un co-écrivain qui me coachait là-dessus, puis on a amené ça. Donc là, on a 50 sagesses. C'est un peu l'héritage que je voulais laisser aux gens qui m'ont suivi puis qui m'ont fait confiance pour dire, ben si mon fils, mettons, qui est déjà entrepreneur, ben lis ça, là, c'est mes 50 meilleurs conseils pour passer à travers en couple, en famille, en entrepreneuriat, passer à travers tous les défis qui t'attendent.
passer à travers avec une belle attitude, puis amener ça à un autre niveau. Je pense que si tu réunis ces 50 leçons-là, puis que tu relis ça régulièrement, tu sais, c'est un livre, il faut aller sur le siège de toilette, que tu dis de temps en temps, je relis une leçon. C'est des leçons de 2-3 pages, tu sais, fait que ça va quand même assez vite. Puis c'est toujours d'actualité, tu sais. Si je l'avais lu quand j'avais 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans, même moi, l'écrivant, tu sais, ça me donnait un petit oomph de « Hey, tabarouette, je le sais, mais je le fais pas tout le temps. Je vais me discipliner, je vais le faire un petit peu plus, je vais le faire plus constamment. » Fait que j'ai hâte d'avoir beaucoup de commentaires sur ça. Là. Je vais être au Salon du Livre fin novembre là-dessus. Là. OK. Puis tu réponds un petit peu à... Ben, tu as déjà répondu en fait à la prochaine question. Puis c'est quoi exactement ton processus d'écriture? Tu peux répondre des petits chefs-d'œuvre comme ceux que tu as moi, écrits. J'ai un secondaire 4. Fait que j'ai des équivalences pour mes études secondaires. Fait que l'écriture, c'est pas naturel. J'essaie de faire attention. Je me fais corriger. Je me fais aider beaucoup. Mais tu sais, j'ai un message à donner. Le message, je le verbalise de façon rustre un peu des fois. Puis là, je donne ça à quelqu'un qui, lui, là, on a une discussion, il analyse ce que j'ai écrit. Puis là, il me refait un beau chapitre là-dessus, là, avec des mots un petit peu plus érudits. Puis ton truc, c'est d'écrire un petit peu à chaque jour. Ça devient une routine. Est-ce que tu écris à tous les jours? Des matins, ça sort pas. OK. Fait qu'il y a des matins que j'écris d'autres choses. Puis il y a des matins, je fais comme, hey, je n'ai une belle leçon. Puis il y a des matins, je n'écris 3. OK. Mais il y a des semaines que j'ai rien écrit. Là, j'essayais. Puis comment faire pour écrire, lire? Je lis, puis là, je m'inspire. Puis je fais, ça fait du sens. Ça. Dans ma vie, je suis capable de faire un amalgame entre un événement qui s'est passé et cette leçon-là, je viens d'apprendre. Puis là, on met ça ensemble, puis on crée un beau chapitre. Fait que ça a été beaucoup, beaucoup de focus. Garder le focus. Tu veux écrire, si tu n'as pas de focus, c'est sûr que ça va être difficile. Fait qu'en gardant le focus, en m'inspirant, en faisant beaucoup de lecture, ben ça a fini par m'aider à vomir le mien, si on veut. C'est une drôle d'image, mais je comprends ce que je comprends ce que tu veux dire, exact. Drôle d'image, mais très clair. Est-ce que tu as des futurs projets pour tes entreprises, pour toi-même? Y a-t-il quelque chose que tu cogites? Je dirais que j'ai plus de projets pour la famille, pour les amis. Je suis rendu à un âge où j'ai compris qu'il fallait en profiter le plus possible. Je dis pas que j'arrête de travailler. J'aime ça travailler, j'aime ça produire, j'aime ça créer. Mais là, présentement, on est en train de faire des chalets locatifs. Toujours quelques chalets locatifs avec un clubhouse. On veut que ça soit relié beaucoup à la croissance personnelle. Donc, on veut faire des genres de petits resorts où est-ce que beaucoup de conférenciers vont venir donner des conférences, salles de cours. C'est un beau projet qui s'en vient. Là. Vous allez en entendre parler, c'est sûr, dans les prochains mois. Le marketing va partir bientôt. Fait qu'on est très content de ça. Fait que, tu sais, aller dans des chalets entre amis, ça revient avec ma mission de vie qui est de profiter plus de la famille puis des amis. Donc, tu sais, si je peux jumeler business et personnel, ben, on va avoir beaucoup de plaisir. Fait que j'aimerais ça avoir 3-4 resorts comme ça à travers le Québec. L'Estrie, la Naudière et l'Outaouais. C'est vraiment un beau projet. Puis j'ai l'impression que tes entreprises suivent un peu où est-ce que tu es rendu dans ta vie. Ben, on n'a pas le choix. En tout cas, si tu veux être heureux, il faut que tu fasses balancer tout ça. Puis comment trouver un équilibre? Ben, je jumelle tout ça ensemble. Là, si mes enfants pouvaient travailler avec moi un jour, ben, je serais plus proche de mes enfants. Ben, ça vient joindre un peu tout ça. Là. Ça revient au conseil que tu donnais. En souhaitant que ça leur tente un peu. Ouais, c'est ça. Ça revient un peu au conseil que tu donnais de t'assurer d'aimer ça. Donc toi, tu t'assures que ton projet que tu fais en ce moment, tu l'aimes. Puis si jamais tu vois que tes valeurs ou tes priorités changent, ben, tu vas changer ton projet en même temps. Exactement. C'est le fun à voir. Appliquer ses propres conseils. Oui. En finissant, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait avoir une carrière similaire à la tienne? Fais pas ça. Similaire à la mienne, j'ai peut-être pas fait tout le temps les meilleurs choix qu'il fallait. Tu sais, moi, j'ai été beaucoup essai-erreur. Fait que ça prend beaucoup de résilience, ça prend beaucoup de tête de cochon pour continuer à foncer. Pour avoir une carrière similaire, ben, premièrement, définis bien ta carrière au début. Tu sais, on entend souvent dire, quand t'as pas de blonde puis tu veux une blonde, là, écris tout en détail c'est quoi la blonde que tu veux. Mais fais la même chose pour ta carrière. C'est quoi la carrière que je veux? C'est quoi je veux que ça me rapporte? C'est quoi je veux aussi que ça me limite? Puis surtout, c'est quoi que je veux pas? Souvent, on regarde qu'est-ce qu'on veut, mais on oublie qu'est-ce qu'on veut pas. Mais qu'est-ce que tu veux pas dans ta carrière? Il y a plein de choses que tu veux peut-être pas puis que tu vas être obligé de faire. Est-ce que tu es capable de les faire pendant un certain temps jusqu'à temps que tu puisses les déléguer? Est-ce que tu es capable de les faire pendant un certain temps jusqu'à temps que ça s'élimine par... Il y a des tâches au début de ta carrière que tu es obligé de faire. Je parle de, je sais pas moi, du réseautage, grossir ta clientèle.
À un moment donné, quand tu as une belle clientèle bien établie, bien, ça roule tout seul puis ça se réfère tout seul. Mais au début, tu n'as pas le choix d'aller faire des 5 à 7 puis d'aller rencontrer des gens. Fait que, est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire le sacrifice de faire pendant une couple d'années? Est-ce que mettre un plan très clair sur qu'est-ce que tu as envie de faire? Puis ensuite de ça, être sûr que tu vas déroger de ce plan-là parce que tu vas évoluer dans la vie. Fait que, tu sais, assure-toi d'avoir l'ouverture d'esprit de dire, hey, je vais déroger puis je vais naviguer là-dedans. Puis à un moment donné, ça va être parfait pour ce moment-là. Puis moi, je m'en viens pas mal sur le parfait de ce moment-là. Tu sais, j'apprends à vivre avec les erreurs que j'ai faites. J'apprends à vivre avec les mauvais choix que j'ai faits. Puis là, ben, je me dis, voici comment est-ce que je veux ça dans le futur. Puis là, on s'approche de ça tranquillement, pas vite. Puis je sais que ça va arriver parce que tout ce que j'ai visualisé quand j'avais 20 ans, je suis passé à travers. Des fois, pas par le chemin que je voulais. Peut-être que le résultat, c'était pas ce que je pensais que c'était. Mais je pense que j'ai la maturité nécessaire maintenant de m'aligner plus vite du point A au point B quand je change mon fusil d'épaule. Là. Donc ça, on résume le conseil en 3 étapes. Première étape, fais pas ça. Deuxième étape, fais-toi un plan. Plan très clair. Troisième étape, suis pas ton plan. Ouais, ça ressemble à ça. Pas mal ça. C'est pas ton... Évidemment, le pas plan exactement est important comme pour ça. avoir la vision. Une fois que tu as la vision, ben va-t'en par là, mais un plan d'affaires, là, c'est fait pour être dérogé. Là. C'est ça que tu fais quand tu fais un plan de mission de carrière, de famille ou de quoi que ce soit, ou un dream board. Ben, tu te dis, hey, c'est ça que je veux, mais en cours de route, c'est plus ça que tu veux. C'est sûr, certain, il y a des choses que tu vas changer, que ça ne tentera plus. Je te donne un exemple. Décembre, on fait un vision board en famille. Toute la famille au complet, là, les enfants, on en a 6, fait que ça fait une grosse gang. On va chez Homer de Serre chercher du stock de bricolage, des cadres, de ci, de ça. On travaille tout le week-end là-dessus, puis on a vraiment eu bien du plaisir. Puis là, ma fille a dit, moi, je veux une Mini. 17 ans, là, 16 ans à l'époque, là, elle est rendue à 17 ans, je veux une Mini. OK, parfait, tu veux une Mini, mais pourquoi tu veux une Mini? Bien, parce que c'est petit à stationner, puis toi, ton stationnement, c'est correct, mais quand je suis chez maman, ça va bien stationner. J'apprends à conduire, fait que c'est tout petit. Quand je vais arriver au cégep, je vais pouvoir stationner ça facile. Parfait, bien, c'est un bon plan. Mais encore, tu sais, une Mini, c'est quand même cher. C'est ton premier véhicule, c'est ça. Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Parfait. Là, je parle avec un ami mécanicien. Hey, tu peux-tu trouver une Mini? Puis là, on regarde les prix, puis c'est quand même beaucoup plus cher qu'un Accent ou une... je connais pas les noms, là, mais les chars de, mettons, même volume, mais de d'autres compagnies. Et là, elle se rend compte que, peut-être que Hyundai, je sais pas c'est quoi le petit modèle de Hyundai, là, mais elle se rend compte que ça, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Et elle-même vient me revoir et elle dit, il faut que je change la photo parce que là, c'est une Hyundai que je veux. Ah oui, pourquoi? Bien, parce que je vais avoir un modèle 2 ans plus récent pour le même prix que l'autre, parce qu'il va avoir moins de millage dessus, puis l'entretien est moins cher, puis elle s'est rendue compte par elle-même que son dream board venait de changer. Bien, son plan à elle, c'était d'avoir une Mini. Puis en cours de route, elle a évolué. Elle a compris qu'il y avait des meilleures idées que ça. Puis elle l'a changé. Là, on s'entend, c'est le choix d'un auto. C'est pas un plan de vie. Mais le fait d'avoir fait un plan, ça lui a permis de réaliser ça. Parce que si elle n'avait pas mis la Mini sur son dream board, il n'y a personne qui l'aurait conseillé. Fait que, elle s'est ouverte, puis elle a dit, c'est ça mon rêve. Puis peut-être qu'un jour, elle va avoir sa Mini, mais plus tard, tu sais. Exact. Puis tu regardes les routes dans les montagnes, là, ça s'en va comme ça. Là. C'est pas si tu donnes un objectif, tu te dis, je suis ici, je vais m'en aller là-bas, mais ça se peut que tu as besoin de tourner à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite. Fait que, exact. C'est de faire un plan. On contourne les obstacles au lieu de passer à travers, ça coûte moins cher, ça fait moins mal. C'est une bonne manière de le dire. Ouais. Fait qu'on est rendu à la question surprise de la fin. Mais là, j'avais hâte. Là. Ah oui? Ça fait longtemps que tu m'en parles de la question surprise. Pendant tantôt, tu disais, quand tu es riche dans le tête, quand tu es riche dans le cœur, peu importe que tu aies la richesse, sinon, elle va finir par venir. Ouais. C'est un peu là que je m'en allais. Je te donne un scénario. Une guerre civile éclate, puis tu perds tout. T'as plus de business, t'as plus d'argent, t'as plus tes avoirs. Tu dois recommencer à zéro, mais un vrai zéro, il n'y a plus rien du tout. C'est quoi ton premier move? Est-ce que tu aurais un plan? Ben, j'ai pas de plan pour ça parce qu'on s'entend, les risques sont quand même minimes. Là. J'ai pas de plan de survie. Par contre, je suis un gars qui fait des plans rapidement. Je vais te faire une analogie, puis tu vas comprendre. Là. Quand j'ai 4 ans, mon père est toxicomane, rentre à la maison à 4 heures du matin sur une base régulière. Ça brasse à chaque fois avec ma mère. Je me fais réveiller, mais là, cette fois-là, ça brasse pas mal plus que d'habitude. Donc, je me lève, puis dans le cadre de porte, je regarde qu'est-ce qui se passe. Quand mon père me voit, bien évidemment, il n'est pas fier dans les toquiers. Il vire la table du salon à l'envers, il sort, puis il s'en va. Et là, ma mère pleure en me voyant dans le cadre de porte. Je m'approche, je prends en cuisse, puis je dis « Inquiète-toi pas, maman, on va se trouver un autre papa. » Fait que, tu sais, résilience, là, je l'ai naturelle. Je suis vraiment chanceux. Je n'ai pas besoin de travailler là-dessus. C'est pas comme mon shoot au hockey, là. Celle-là, il faut que je le pratique. Tout ça pour dire que
peut arriver n'importe quoi. Si tu gardes une bonne attitude, si tu t'entoures des gens que tu aimes, tu vas passer à travers n'importe quoi, que ce soit une guerre civile ou whatever. Puis, tu sais, il y a des guerres civiles dans le monde, puis, tu sais, on souhaite pas ça à tout le monde. Puis, je dis pas que ils ont juste à garder une bonne attitude, ça va bien aller, parce que c'est sûr que ça doit être difficile. Ce que je dis, c'est que la seule chose que je peux contrôler là-dedans, c'est mon attitude à moi. Fait que mon plan, c'est contrôle ton attitude, leadership au niveau de ton cercle d'amis proches pour qu'eux autres aussi contrôlent leur attitude. Puis là, oui, le plan va venir tout seul. Je suis un entrepreneur, je suis un gars de décision, je suis un gars de solution, je suis un gars qui fonce par en avant, je suis un gars positif. Ben, le gars civil arrive, je vais prendre la même attitude que j'ai eue à travers ma carrière d'entrepreneur, puis je vais la mettre en avant de moi, puis c'est sûr que je vais trouver une façon d'être moyennement heureux là-dedans, de trouver des petites pépettes d'or malgré que c'est une situation de crise. Tu sais, moi, là, la COVID, c'était une situation de crise. Hein? Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Moi, ça a été une super belle période de ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai focusé sur les vraies affaires. J'ai focusé sur la famille. J'ai focusé sur le temps que je passe avec eux. J'ai focusé à dire, hey, c'est important ça. On va l'entretenir, puis on va même le cultiver pour le futur. Fait que j'ai jamais été aussi proche avec ma famille, avec mes amis que je le suis aujourd'hui. Puis ça, c'est un peu grâce à la COVID, mais j'aurais pu dire, j'ai des entreprises qui ont planté, j'ai perdu des employés, j'ai perdu des amis. Non, je regarde le côté positif puis je fonce avec ça. Fait que même chose s'il arrivait une guerre civile ou quoi que ce soit, focuser sur qu'est-ce que je peux contrôler. Puis ensuite de ça, les solutions vont arriver tout seul avec un bon mindset. C'est excellent, ça. Ben écoute, merci beaucoup. Merci à toi. En finissant, je t'inviterai à regarder la caméra puis peut-être à donner tes informations si les gens veulent te contacter, si les gens ont des questions, veulent rejoindre tes super groupes. Facile, réseaux sociaux, Jocelyn Grégoire, Instagram, TikTok, Facebook, name it, sont toutes là. j.grégoire@commercial-cinemafinance.ca, mon courriel. Donc, si les gens veulent l'information sur le prêt privé, ça va me faire plaisir de vous aider. Super. Puis les gens qui voudraient me contacter ou voir mes réseaux, Facebook, Instagram, TikTok, je suis maintenant aussi sur Spotify pour le podcast. Sinon, si vous voulez me rejoindre par courriel, acloutier@commercialsutton.com. Mon numéro de téléphone cellulaire, 514-742-1396 pour réaliser tous vos projets. Donc, merci beaucoup, Jocelyn. Merci, Anthony. On reste en contact pour la suite. Yes, sir.